Bonsoir, bienvenue à tous dans cette émission impromptue, imprévue, mais nécessaire pour pouvoir débriefer en fait ce qui s'est passé au procès. Et comme on ne pouvait plus attendre d'avoir une émission Bisson à Bissot pour le faire, on a décidé de se plonger et donc de vous offrir ce soir de façon complètement inopinée ce petit débrief pour comprendre ce qui s'est passé donc dans ce procès. Alors, ceux qui seront là en direct, bienvenue à vous et vous serez les privilégiés. Et puis ceux qui, évidemment, verront les images après, ils pourront quand même apprécier ce qui a été dit. En tout cas, bonjour à tout le monde. Comme d'habitude, la régie, les métanotes et tous ceux qui sont connectés, puisque c'est quand même en direct, pour vous expliquer en fait ce qui s'est passé dans ce procès qui a eu lieu maintenant depuis mercredi dernier. Ça fait en fait bientôt pile poil une semaine. Alors la première chose, c'est de vous dire ce qui a été demandé par le procureur, puisque on va si j'ose dire, dévierger le suspense tout de suite. Donc le procureur a demandé 6 mois ferme à l'encontre de Robert Forisson, parce qu'il estime que, ainsi que, évidemment, vous imaginerez, je vous l'expliquerai, les avocats, évidemment, de la LICRA et autres consorts, qu'il faille faire taire Monsieur Forisson une bonne fois pour toutes, parce que c'est un récidiviste, c'est un horrible délinquant. Et pour ma part, il demande 3 mois avec sursis en guise de premier avertissement. Voilà. Comme ça, le débat est posé. C'est un peu, évidemment... je vous laisse juger. Je vous rappelle que le professeur Forisson, c'est quelqu'un qui a 87 ans, quand même. Bon, voilà. Mais ils en tout cas, n'ont pas l'intention de lâcher l'affaire. Donc, on a assisté à un procès extrêmement tendu. Pendant toute l'audience, il y a eu, on va dire, ça a été émaillé de plusieurs incidents, en particulier lorsque le professeur Forisson a voulu s'exprimer. Alors, ça a duré très longtemps. C'est vrai qu'il avait préparé de longues notes dans laquelle il développait toute son argumentation, ce que la défense a estimé être comme une réagression en disant oui, on nous remet encore ça, c'est encore du négationnisme, on est obligé d'entendre ça, etc. Ce qui a provoqué, vous imaginez bien, un incident de séance avec l'avocat de Robert Forisson, qui est autre que Maître Viguier, qui est extrêmement célèbre, et qui, lui aussi, a défendu en disant, attendez, si vous l'attaquez en procès, vous devez écouter ce qu'il a à dire, c'est comme ça, etc. Mais il y avait une agressivité incroyable de la défense. Donc, on est arrivé ensuite, évidemment, à mon tour. Alors, moi, j'ai défendu la position que j'ai toujours défendue, c'est-à-dire ce que je dis. Et là, nos détracteurs pourront revisionner cette vidéo, mais je me démarquerai pas d'un iota de ce que j'ai dit à la barre, c'est-à-dire que nous sommes dans une démarche de formation, qu'à aucun moment il y a de l'idéologie ou une démarche politique, nous irions aussi bien interviewer le professeur Forisson comme nous l'avons fait que un de ses détracteurs à qui on pourrait donner la parole, parce que notre démarche n'est pas idéologique, mais elle est juste dans une démarche d'information. Évidemment, argument irrecevable pour la défense, qui... je le rappelle, alors là, pour vous rappeler certains incidents de séance. Alors, on me dit, je fais appel. Ce n'est pas le délibéré. Le délibéré aura lieu le 23 novembre. Là, pour le moment, il s'agit des peines demandées. Ça veut dire que le procureur et la défense vont demander quelque chose et ensuite, ça va être délibéré et on va voir si le tribunal va dans le sens de ce que demande le procureur, ou plus loin encore, ou l'inverse, le tribunal demande moins que ce que le procureur a demandé. Mais on a assisté, oui, effectivement, on parle de Nuremberg 2.0, mais c'est exactement là, on a eu quand même un condensé de ce qu'est la situation française. On avait des associations qui étaient là, qui pour moi, et je le dis, ne représentent personne. Parce que vous savez très bien, la LICRA, c'est quand même 400 000 personnes qui ont signé une pétition pour sa dissolution sur Internet, ça s'invente pas. Donc, ces gens-là, qui ne représentent personne, à mon sens, d'ailleurs, qui se sont plaints
du succès des sites internet, donc ils nous classaient évidemment, vous savez, ils ont fait une espèce de parallèle, un patchwork, évidemment Dieudo, Soral, MetaTV, tout ça étant la même nébuleuse. Vous savez, on a eu le droit à tout le champ lexical, complotiste, nébuleuse, extrême droite. Pour ma part, on y a même décrit comme le défenseur de la supériorité de la race blanche. Je vous laisse, évidemment. Il y en a qui seront d'accord. D'ailleurs, mes détracteurs de ma dernière vidéo, finalement, vous êtes les meilleurs alliés de la LICRA, ceux qui nous regardent, il y a beaucoup d'alliés de la LICRA. Donc, je suis le défenseur de la supériorité de la race blanche. Évidemment, un horrible fasciste, antisémite, etc. Évidemment, je veux dire, Hitler, je pense qu'il avait un portrait à peu près similaire. On a voulu, évidemment, donc pour moi, c'est une salissure. Alors évidemment, il y a eu un passage qui était assez mémorable, parce que, c'est le fameux chèque de Quenel, qui a été ressorti par la LICRA comme la preuve, évidemment, incontestable de notre antisémitisme et de évidemment, de mon antisémitisme. Alors, vous avez le droit aussi, évidemment, au champ lexical Quenel, etc. Et bon, le passage était... vous l'imaginez, un peu cocasse, quand vous avez l'avocate qui dit dans la salle, en plus, ils nous ont envoyé 1 milliard de quenelles. Alors, évidemment, on a une salle qui explose de rire, un président pas content, on s'était là, etc. On était, vous avez des moments qui étaient un peu surréalistes, tout comme le passage aussi, évidemment, sur ma prétendue défense de la supériorité de la race blanche, qui, je dois bien le dire, a fait aussi rigoler la salle. Mais bon, tout ça était évidemment la supériorité du pull blanc. On me dit, oui, c'est un peu plus ça, quoi. Évidemment, ils n'ont pas trop d'humour à la LICRA. De toute façon, vous savez bien, la LICRA, leur but, c'est les comiques en prison, etc., machin, etc. Oui, tepaille blanc, ça saute aux yeux, pour certains, ça en traite de bounty toute la journée, donc certains vont s'en contenter, mais au moins on sait que maintenant ce sont les alliés de la LICRA, on sait d'où ça vient, donc la LICRA qui présume, donc je serai là pour, évidemment, la supériorité de la race blanche, argument que j'ai trouvé tellement ridicule, inepte, évidemment, que je vais vous faire valoir à la cour. Il y a eu aussi, pendant tout le procès, il faut le dire, alors ça c'était incroyable, donc ces 3 avocates qui ne cessaient de discuter entre elles, de rigoler, de pouffer de rire. Il y a même eu un incident de séance à un moment avec moi, parce que il y en a une qui me regarde en me disant comme ça, en me faisant des gestes. Alors moi aussi, je la regarde en faisant des gestes, et à ce moment-là, je dis « Ouais, monsieur le président, on nous regarde, c'est inadmissible !» Bon, le président était visiblement lui aussi un peu excédé de leur attitude, même s'il pouvait pas le montrer. Il m'a juste dit « Monsieur, donc, regardez-moi ». Bon, voilà, il était un peu en se disant, j'en ai un peu marre, parce que, évidemment, toute l'audience, elles étaient là avec leur portable, en train de tripoter, parler entre elles pouffaient de rire à chaque fois qu'il y avait, donc, une déclaration qui était soit faite pendant la plaidoirie de Robert Forisson, de Maître Viguier, ou de Maître Paris, mon avocat, que je salue, qui a donné une défense absolument magistrale, en expliquant pourquoi lui-même a été victime dans cette affaire, puisque tout est lié, de son implication dans la défense d'un dossier qu'il avait sur Vincent Renoir, dans lequel, vous le savez, il a réussi à faire porter au Conseil constitutionnel une QPC qui a été examinée, mais pour laquelle les 48 heures qui ont précédé ont été un enfer pour lui, avec des choses incroyables qu'il explique dans sa plaidoirie, et de la façon dont on a voulu mettre sa vie en danger et l'assassiner. Je pèse mes mots, de toute façon, il viendra l'expliquer lui-même son affaire, mais c'est tout à fait incroyable. D'ailleurs, à ce propos, je vous indique aussi, pour la même information, dans la suite de cette information, qu'à partir du début novembre, Manuel Valls lui-même a demandé à la commission des lois d'examiner une proposition de loi qui consiste à étendre, en fait, le domaine et le champ de la loi Guesso à tous les domaines de l'histoire, de façon à ce qu'on ne puisse plus remettre en cause ni parler de rien. Et pour cela, c'est ça qui est très intéressant, il s'inspire des conclusions directes de Maître Paris, qui avait souligné précisément l'inégalité de cette loi, puisqu'elle portait le préjudice de certains comme étant plus grave que d'autres. Et donc, par cette inégalité provoquée par la loi, il demandait son abrogation. Et comment, justement, le pouvoir réagit à cette faille juridique? Et là, il faut bien le dire, ils ont bien trouvé, le maître Paris, qui vraiment a trouvé encore là une faille juridique, et c'est la raison pour laquelle Manuel Valls lui-même demande
à ce qu'on examine une nouvelle proposition de loi qui va corriger ce problème. Évidemment, c'est pas encore fait, mais tout ça est dans les tuyaux, hein, pour vous indiquer quand même. Il y a eu du remous. Hein. Alors, il a aussi, il faut bien le dire, dans le procès, soulevé une deuxième incohérence juridique qui va être aussi à le traiter, c'est le fait que certains dirigeants nazis, en particulier les plus éminents, hein, n'ont pas été jugés à Nuremberg. Ils n'apparaissent en aucun cas dans les conclusions du tribunal. Ce qui veut dire que ces gens-là n'ont pas été jugés par contumace, n'ont pas été jugés donc dans ce procès, et donc en théorie, s'ils n'apparaissent pas dans le procès, dans le délibéré du procès de Nuremberg, ils ne sont pas dans la loi Guesso, ils sont pas dans le champ. Ce qui voudrait dire que vous pourriez remettre en théorie en cause les crimes de certains dirigeants nazis, les plus éminents, puisqu'ils ne font pas partie de ce procès de Nuremberg. Alors tout ça sont des arguments qui ont été avancés. Vous imaginez bien hein, la salle, hein, et voilà, c'est complètement effondré par évidemment, ces propositions et ces révélations. Ça a été très tendu. On voit bien que le public, d'ailleurs, je remercie tous ceux qui sont venus, qui m'ont soutenu. Il y en a même qui m'ont soutenu, n'ont pas osé venir me voir. Mais en tout cas, je vous le dis, merci. Ils n'ont pas voulu me déranger, probablement. Mais en tout cas, je vous remercie vraiment d'être venus. Hein, voilà, d'avoir vu un peu cette justice à l'œuvre. Comment on a vu la défense hein, de ces associations, prétendues associations, qui sont là pour moi, je le répète, c'est une police de la pensée, c'est rien de plus qu'une espèce de nouvelle Stasi qui veut nous imposer, en fait, une façon de penser en prétendant la loi. Hein. Mais ce qui était surréaliste, c'est quand elles m'ont dit, on ne veut pas entendre d'histoire, nous ne sommes pas là pour parler d'histoire. Donc finalement, le débat historique ne les intéresse pas, il n'y a que cette chape de plomb qui a été imposée par cette loi sur un sujet précis, et il n'y a que ça. Moi, je n'ai pas lâché Forisson aussi, je tiens à le dire, au sens, quand je lui dis je lâchais, j'aurais pu absolument me décharger, etc., le charger lui, ah bah moi je savais pas, vous savez monsieur, ah bah non, machin, ah, je suis pas au courant, machin, etc., faire le... Non, moi j'assume d'avoir fait cette entrevue, je l'ai dit à la cour, j'assume, parce que pour moi c'est de l'information, on m'a dit, ah oui, mais vous savez, vous connaissez la loi Guesso, je dis, bah bien sûr, je connais la loi Guesso, mais, et c'est ce que j'ai dit à la cour, j'estime que dans cette interview, il n'y a rien qui contredit la loi Guesso, parce que, je suis désolé, les phrases qui sont mises en cause, 0 plus 0 égale la tête à Toto, et puis qu'on a quand même le procureur qui me dit, vous avez l'air complaisant. On a écouté, bien sûr, en plus, les extraits des vidéos, alors évidemment, tout ça en plus humanise, parce que vous savez, quand on vous lit les citations mises en cause, comme c'est le cas au début du procès, vous êtes président du tribunal qui vous dit, vous avez dit ça, etc., puis il lit les citations, tout d'un coup, quand vous les voyez à l'écran, voilà, comme vous, beaucoup d'entre vous ont vu cette vidéo, tout d'un coup, ça n'a plus la même dimension. Et c'est ça qu'on a, pour moi, ce qu'on voyait dans le tribunal. Alors évidemment, vous savez, hein, les avocats au taquet, ah là là, quelle horreur, on va pas s'infliger ça, etc. Moi, j'ai tout fait pour essayer de défendre ce point de vue-là, en tout cas, qui reste, de toute façon, notre ligne de conduite. Nous, on donne de l'information, on n'est pas dans l'idéologie. Et justement, précisément, ce sont nos détracteurs qui font de l'histoire une idéologie. Nous, c'est de l'histoire. L'histoire, c'est aux historiens, c'est à eux de s'entendre, c'est à eux de discuter, c'est à eux de débattre, et c'est après, le public, nous, on fait notre avis sur les avis des historiens. Mais c'est pas une cour de justice de décider comment moi je dois penser, si est-ce que c'est bien ou si c'est mal, ce que je pense, et les travaux qui ont été faits. Surtout que ça n'existe pas sur les autres sujets. Il faut quand même voir qu'il y a un seul sujet en France, voilà, interdit d'en parler, même là, je pourrais même pas en parler parce que c'est interdit. C'est quand même extraordinaire. Hein, et que ça, je suis désolé, voilà quoi, nous, tous ceux qui essayent de nous faire passer, alors ça, évidemment, c'est du côté hein, de ces fameux détracteurs, nous faire passer pour ce qu'on n'est pas, parce que, soi-disant, la nébuleuse fasciste, en plus, c'était quand même fascinant, ces gens-là, comme argument, ils ont présenté un article de Jean-Yves Camus dans Libération, je vous invite à lire, il est en ligne, de toute façon, dans lequel, évidemment, vous vous doutez bien, nous sommes calomniés, hein, et pour ma part, dans cet article, hein, il parle de moi en tant que noir. Alors, moi, je pose la question, est-ce que moi aussi, j'ai eu le droit de spécifier l'ethnie des personnes quand je parle? Parce que c'est quand même extraordinaire que un article de Jean-Yves Camus, que moi, j'estime à ce moment-là raciste, ah ben, disons-le sur le champ, un article qui va prendre votre ethnie comme pour signifier votre qualité. Quand on fait ça avec les Juifs, on nous dit c'est de l'antisémitisme. Hein, si vous dites, je sais pas, Bernard-Henri Lévy est juif, ah oui, mais c'est limite de l'antisémitisme de dire ça. Par contre, moi, me qualifier
de noir, ça ne pose aucun problème. Et c'est l'article qui a même été présenté donc à la cour comme la preuve évidente de mon appartenance à l'extrême droite identitaire. Donc, je vous laisse, évidemment, le loisir de pouvoir juger est-ce que tout cela relève du fantasme ou alors de la réalité. Pour, en tout cas, la défense, ça semblait être leur axe, évidemment, pour demander à la fois ces 3 mois donc de prison avec sursis, pour moi, pour un avertissement. C'est très fort, un avertissement. On comprend bien, un avertissement. On veut m'avertir. On me dit, là, tu ne parles pas de ça, t'as voulu rompre la règle. Alors en plus, évidemment, puisque ça a été dit dans le procès, maintenant tout le monde le sait, mon casier est vierge, moi. Ah bah oui, mon casier est vierge, non, je n'ai pas de condamnation présente sur mon casier. Donc, il était un peu, on va dire, compliqué pour eux de pouvoir me faire passer pour un délinquant de base. Vous voyez, ça aurait été plus pratique, il eût été facile de dire « Ah, c'est un délinquant, c'est un machin, etc. » Et donc, comme ils n'ont pas cet argument-là, donc on va dire, bah non, c'est un politique d'extrême droite caché qui se fait passer pour un espèce de, voilà, un nazi noir, voilà, ça risque de me tomber sur la tête dans pas longtemps, voilà. Mais c'est vraiment comment dire, on me dit quoi, oui, c'est le seul sujet, celui des races humaines est complètement interdit aussi, bah oui. On peut dire ça, sauf qu'il n'y a pas de loi, mon cher Loki, sur ces affaires, justement. C'est qu'on encore là-dessus, on peut se charcler, on peut avoir des problèmes dans la rue aussi, mais il n'y a pas de loi. Alors que sur ce sujet-là, il y a une loi. Et sur ce sujet-là, la loi, alors évidemment, impose, puisque comme le dit le président du tribunal, est-ce que vous connaissez la loi concernant Guesso et tout? Bon, moi je ne me suis pas caché, mais bien sûr que oui, je connais la loi Guesso, et je n'ai pas caché non plus mon hostilité à cette loi, parce que j'estime que c'est un droit, en tant que citoyen, de pouvoir remettre en cause le bien fondé d'une loi. Sinon, qu'on arrête de nous parler de démocratie, de république, des valeurs de la République toute la journée. Jetez-moi ça à la poubelle. On sait que déjà, il n'en reste pas grand-chose, mais là, faut arrêter. C'est-à-dire que le principe même de toute organisation qui se veut démocratique, c'est le fait qu'on puisse débattre et remettre en cause des lois existantes sous faire de la proposition de nouvelles lois. C'est le principe de base. Donc si ça même nous est reproché, je dis, bon, arrêtez de nous parler de démocratie. Faut chier dessus. Non mais faut être clair, ça sert plus à rien. Donc quand on explique à ces gens-là que justement, moi, je ne cherche pas à me cacher, la loi Guesso, je suis contre. C'est clair. Si on me dit, pour moi, c'est une opinion politique. Et pourquoi je suis contre? Je l'ai expliqué parce que pour moi, c'est de l'histoire et que l'histoire, elle est dans les mains des historiens. La science, c'est dans les mains des scientifiques. On va pas légiférer maintenant. C'est quoi? On va décider. Ah oui, non, celui qui pense ça en science, c'est la justice qui va décider si c'est vrai ou pas. Mais non, mais attendez, c'est quand même dingue. Donc, je suis, oui, contre la loi Guesso. Je suis pas le partisan voilà, je fais partie d'aucune association, mais à titre personnel, en tant que citoyen, si je dois m'exprimer évidemment sur ce sujet, je pense que cette loi est inutile. Et d'ailleurs, je suis pas le seul à le dire. Simone Veil le dit, Robert Badinter le dit, et tout un tas de personnalités aussi n'hésitent pas à se positionner sur cette loi Guesso pour expliquer que c'est une aberration. D'ailleurs, comme le dit Simone Veil elle-même, elle met un espèce de halo de suspicion, comme si on voudrait cacher quelque chose, comme si ce sujet était tabou. Voilà le résultat de cette loi Guesso. Et in fine, c'est pourquoi? Pour envoyer des gens comme Monsieur Forisson en prison, des gens comme Vincent Renoir, des gens comme... Voilà, on va envoyer des gens comme ça en prison, et on pense qu'en plus, en les mettant en prison, on va quoi? Les faire taire, ils vont changer d'avis, et tout. Non mais sincèrement, c'est une folie. Donc, on va clairement se dire que voilà, ce procès, on a de fortes chances que dans le délibéré, on soit condamné. On va pas se masquer les yeux, on va certainement pas vous dire oui, voilà, les choses vont bien se passer, je ne sais pas, ça m'étonnerait qu'ils nous prennent la relaxe. En tout cas, si la peine est trop forte, oui, j'envisagerais de faire appel, probablement, bien sûr, parce que j'estime que, pour ma part, je n'ai fait qu'un travail de journaliste, d'ailleurs, qui a été remis en cause. La défense nous a expliqué que
journaliste indépendant, c'est une hérésie, ça n'existe pas, etc. Et voilà, j'aurais expliqué que, vous savez, il y a énormément de journalistes indépendants, y compris dans la grande presse. Tous les pigistes que vous voyez, vous croyez qu'ils sont des cartes de presse? Certainement pas. Il y a même des journalistes qui font des reportages, etc., et qui n'ont pas de carte de presse. Donc, la fonction de journaliste, il faudra quand même revoir aussi certaines choses. Mais voilà, eux, leur but, c'est quoi? C'est de nous faire passer pour une bande de racistes. Moi, je suis le nouveau Himmler. Voilà, la supériorité de la race blanche et compagnie. Et c'est ça leur angle d'attaque. J'espère que la Cour ne sera pas sensible à cette argumentation, que voilà, elle ne tombera pas dans ce piège, voilà, tellement facile. Je vous dis, on a eu le droit à toute la logorée, tous les poncifs que vous puissiez imaginer sur cette affaire. C'était une caricature d'un sketch de Dieudonné. Il aurait pu aussi l'écrire tellement il y avait un condensé de ce que nous vivons actuellement. L'ICRA, d'ailleurs, je dois se préciser aussi, le frère de Robert Faurisson a été exclu de la salle après avoir crié caca à l'évocation du nom de la LICRA par le président. Incident de séance aussi mentionné, à mon avis, dans le procès verbal. Voilà. Donc, on me dit, avec appel, tu risques de voir ta peine augmenter. Je ne sais pas encore. Je me dis, je ne sais pas. Tout ça se décidera pour le moment, mais en tout cas, on décidera après. On me dit, cherche pas, t'es foutu, tu es un antisémite, parce que c'est pas toi qui décide. Tout à fait. Le but étant de me faire passer, évidemment, pour un antisémite horrible, pour me faire passer pour certainement quelqu'un de peu recommandable. Mon sentiment à l'égard de l'écoute de la défense du juge, pour tout vous dire, je me suis senti quand même assez écouté dans ma deuxième plaidoirie, parce que j'ai eu le droit, j'ai pris la parole 2 fois, donc on prend la parole au début du procès. Moi, je suis pas habitué des procès, je suis un profane, donc on prend la parole au début du procès, ensuite la défense, l'attaque s'est exprimée, et puis on a pu répondre, c'est ça. Alors j'avoue que j'étais beaucoup plus incisif, beaucoup plus rentre-dedans, effectivement, à mon retour, après avoir entendu toutes les aberrations que vous pouvez sur votre compte supporter si vous êtes assez remonté. Donc oui, le juge, je les ai trouvés à mon écoute. La preuve, c'est que personne ne m'a interrompu dans ma deuxième intervention, alors qu'elle était beaucoup plus incisive et beaucoup plus rentre-dedans que la première fois. D'ailleurs, personne ne m'a posé de questions, non plus. Ils auraient pu. Ils n'ont pas voulu me poser de questions. Donc oui, je pense qu'il y a eu une forme d'écoute. Je ne sais pas de quelle façon ça va se jouer. Peut-être je me trompe complètement. Vous savez, ces gens-là sont impassibles. On leur a appris, je pense aussi, ne rien montrer. Donc, c'est impossible de savoir ce qu'ils pensent vraiment dans sa tête. En tout cas, j'ai bien senti que personne m'a interrompu. Donc, à la deuxième intervention, et que pour le coup, bon, bah, écoutez, en tout cas, les choses ont été dites. Je ne sais pas si elles ont été comprises, si elles ont été entendues, mais elles ont été dites. Et voilà, je ne me suis pas dévié d'aucune ligne. Voilà. En tout cas, vous me dites aussi, oui, convertis-toi, etc. Peut-être c'est une solution. La prochaine fois, j'irai avec peut-être certains habits plus adaptés pour leur montrer que, ben non, je ne suis pas raciste, je ne suis pas antisémite, je ne sais même pas ce que ça veut dire, parce que reconnaître un juif quand il n'a pas de kippa, je ne sais pas comment on fait. Parce que, et d'ailleurs, quand bien même il aurait une kippa, ça ne veut même pas dire qu'il est juif, on peut présupposer qu'il est juif. Mais comment on reconnaît un juif, j'en sais rien. Peut-être que eux, ils ont la recette, mais moi, je ne l'ai pas. En tout cas, voilà, je dois aussi remercier voilà, tous ceux qui sont venus. Il y a eu une entrevue, d'ailleurs, de RTV, mais qui n'est pas parue, qui a dû être censurée au dernier moment, enfin, pour ma part, dans mon interprétation. Mais je remercie quand même Vincent Lapierre, parce que je sais qu'il a voulu faire cette entrevue. Je lui avais prévenu qu'il aurait des problèmes et que ça ne sortirait pas. Visiblement, l'histoire m'a donné raison, encore une fois. Bon, quand bien même, je le remercie. Et voilà, il fait un super travail. Voilà, en tout cas, pour les autres... que vous dire de plus, sinon que on va se rejoindre le 23 novembre, il y aura encore un délibéré, c'est encore une affaire à suivre, c'est peut-être encore une affaire qui va, voilà, je sais pas comment ça va se terminer, en tout cas c'est pas fini, mais la pression est forte et constante, en tout cas en France. Voilà, donc écoutez, si vous avez quelques questions, je réponds vite fait parce qu'on est en direct et qu'on vous en profite. Sinon, ce n'est pas une émission, on va pas durer 3 heures, je vous connais, on pensait, oui, pourquoi c'est pas une libre antenne en direct? Non, il n'était pas prévu de faire une libre antenne, mais il était prévu surtout de vous faire ce débrief pour remettre la véritable information sur ce qui s'est passé au procès,
Et savoir que tout ça n'est que, évidemment, encore le début. Il va y avoir certainement des conséquences. Imaginons qu'ils décident de suivre les réquisitions du procureur et de donner du ferme à Forisson, moi, du sursis. Eh ben, il y aura certainement des appels et en tout cas des QPC qui vont être portés aussi, encore par Maître Paris, auprès de la Cour de cassation pour remettre en cause l'inconstitutionnalité de la loi Guessot au regard qu'elle crée une inégalité entre les victimes, voilà. Et sinon, tout ce que je peux vous dire, c'est que on va se rejoindre de toute façon demain, vous voyez, on reprendra l'antenne. Et en attendant, encore une fois, merci à ceux qui nous ont soutenus. Et je n'aurai qu'un mot, forcément, et là je vous le dis ce soir, ceux qui étaient là en direct et qui ont vu ce message, là, à ce moment-là, c'est vous vraiment la résistance. Ciao, ciao, ciao.